take-off. Press 7. 8 knots check. Ça prend pas de temps au bonsoir, de bon retour, il y a 0 gauche et attendez. Et bien bonsoir, de... Rotate. Bonsoir, de attends, Air France, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Authority 401 to London Heathrow. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue les amis, bienvenue dans la zone aéro. Pourquoi on est éclairé comme ça? Bonsoir à tous. C'est curieux. Tu vois Nico, t'étais filmé en train de... Bon c'est bon, ça marche. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel opus de la zone aéro, le mercredi soir bonsoir à tous. 20h30. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui. Dernière ligne droite avant, non pas dernière ligne droite avant les vacances, il nous reste 15 jours encore à faire avant une petite trêve au mois d'août, bien méritée d'ailleurs, et avant de revenir encore plus fort au mois de septembre. Voilà, Aviator 59, bonsoir, tu tombes bien, j'ai bien vu ton message sur Discord. Et je t'ai renvoyé le lien de connexion sous Discord, donc tu cliques dessus et tu peux nous rejoindre immédiatement en sous visio. Teams, en visio. La visio est lancée, donc vous le savez. Ce soir, on a décidé, depuis déjà un petit moment, de vous parler d'un film, le film Top Gun. C'est la raison pour laquelle on ne va pas déposer de plan de vol puisque, comment dire, y a pas de, on connaît déjà le programme quelque part. Donc on reviendra juste sur la première séquence, comme d'habitude, de l'émission, à savoir l'actualité du terminal. On reverra un petit peu l'actu. Et puis derrière, on démarrera notre petite visio consacrée au film Top Gun Maverick, qui est sorti déjà il y a quelques temps. Et on avait dit qu'on ferait ensemble un petit débriefing. On verrait, on recueillerait en fait les avis de tout le monde, savoir ce qui a plu, pas plu. Voilà, il y a même la musique en arrière-plan. Voilà, celle-là. Voilà, on se remet dans l'ambiance. 1980 quelque chose. Non mais c'est pas celui-là, c'est le dernier. Ouais, mais il faut se rappeler du premier, parce qu'il y a pas mal de petits clins d'œil là dans le deuxième. Il y a pas mal de petits clins d'œil dans le deuxième. Ah oui, c'est sûr. Justement, on va parler. Est-ce que c'est fan service ou pas de service? Ça, c'est une des questions qu'on va se poser. Voilà, donc déjà, j'espère que vous nous entendez bien. Vraiment, les micros sont calés. Normalement, ça doit fonctionner. On a pas mal de trucs derrière, comme c'est la première visio multi qu'on fait. Il a fallu faire quelques petits ajustements, mais j'espère que vous nous entendez bien. Confirmez-nous sur le chat. Voilà. Il n'est pas prendre les vacances. C'est ça, c'est l'instant que ce soit la fin. Avant de démarrer l'émission, pour tous ceux qui sont en lurk, comme on dit, c'est-à-dire qui sont derrière, en arrière-plan, qui visionnent l'émission, parce que je sais que vous êtes un certain nombre à ne pas avoir de compte Twitch, et que vous regardez l'émission depuis un navigateur lambda, eh bien, nous vous invitons vivement à vous créer gratuitement un compte Twitch et à venir nous rejoindre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en vous créant un compte Twitch, vous pouvez suivre l'émission et en même temps, vous pouvez participer sur le chat. Et ça n'a pas de prix. Oui, non. Voilà, vous êtes acteur de l'émission. Pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à prendre un sub, ça se passe ici en dessous, il y a un petit bouton sub abonnement. Vous pouvez offrir des abonnements, vous pouvez faire plein de choses. Ces abonnements, en fait, on les récupère évidemment et on va pouvoir s'en servir pour continuer de financer. Regardez, pour investir dans des voyages, dans des maquettes. Eh ben oui, tiens, voilà. D'ailleurs, attends, hop, on va le voir comme ça. Je vais prendre la caméra. Regardez ce qu'on a fait là. L'espace. Non, ce que tu as fait. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Voilà. Petite déco relative à Top Gun, et d'ailleurs, hop, je sais pas si on va le voir réellement, mais là, j'ai fait Goose. C'est marqué Maverick. Et Maverick, et il y a les noms qui sont dessus. J'ai même fait la moustache à Goose. Voilà, avec le vrai, le VF1, tout ça. Là, il y a le MiG. Hop, on va le voir. Avec. Bonjour à Crazy Beats et puis bienvenue à Pierre KDI là, qui est venu. Le F5 qui joue le rôle du MiG, et puis le fameux A4 de Jester qui est en train de fumer à l'intérieur d'ailleurs. Voilà. Il y a Jester qui respire fort là, il respire fort, il fait de la buée. Voilà, il est en train de... Il part en sucette ce A4. Bref, voilà, on vous a fait une petite déco spéciale. On va faire comme ça sera mieux. Hop, petite déco spéciale Top Gun Maverick. On va revenir sur la stream. Voilà. Salut, oui, tu as dit bonjour à Pierre. À Pierre. À Grisbits aussi. Bah oui, Michael.
Salut Apollo. J'ai vu aussi que Polo était là. Alors Polo, on va juste te demander de désactiver ton micro le temps de lancer en fait la première séquence et on reviendra juste après sur le débriefing. Voilà, merci. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Dis bonjour à tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Ce qu'on peut annoncer, c'est le programme justement à venir de la zone aéro. Donc le débriefing Top Gun, c'est ce soir. On parlera donc du film et de tout ce qu'il y a autour, de votre avis. La semaine prochaine, on te retrouve, Nico, pour un truc super intéressant puisque on va parler des as de l'aviation. Voilà. Donc sujet historique. Intéressant. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez savoir l'histoire des as, c'est la semaine prochaine avec Nicolas. Moi, je serai sûrement connecté. Est-ce qu'il faut forcément être pilote de chasse pour être un as? Je sais pas. Et ben voilà, c'est une question auquel tu pourras nous amener des réponses. Voilà. Et dans 15 jours, on clôturera, on va dire, la première saison de la zone aéro avec Michael et son projet Coach Pilot. Vous êtes en train de passer les TPL, vous avez des soucis dans certaines matières, et ben il a une solution pour vous. Et il va vous la présenter, ça sera le 27. Salut Denis, ça fait plaisir de te revoir sur le chat. Puis tout le monde d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on a loupé des gens ou pas? Il y a des gens qui sont connectés. Salut GCGS, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. DJ FTG, comportement parfait, qui vient de follow la chaîne. Salut DJ FTG. Mauvais Karma 06 aussi. C'est vrai. Je ne sais pas qui c'est, mais bienvenue, soyez les bienvenus sur la zone aéro. Et ravi de vous accueillir parmi nous pour parler d'aviation ce soir. Mauvais Karma 06, salut les gars. Eh bien, salut Mauvais Karma 06. N'hésitez pas à vous présenter un petit peu sur le chat. On expliquera un peu aux autres. De toute façon, les autres lisent le chat aussi. Donc n'hésitez pas à dire qui vous êtes. C'est El Grisou qui fait votre pub, les gars. Eh ben. Merci. Merci à vous. Et merci à El Grisou de relayer. Je sais qu'il fait du stream, il incruste des streams dans ses streams. D'accord. C'est du stream. Il est 2.0 à mort, El Grisou. Merci en tout cas pour le relais, mon cher Grisou. Bon écoutez les amis, moi ce que je vous propose de faire, salut Salah Elf, je reste pas longtemps car je repars en vol dans pas longtemps. D'accord Denis, il vous a mis en incrustation, eh ben nickel. On lance tout de suite l'actualité du terminal, on va essayer de pas trop perdre de temps puisqu'on a nos invités qui sont là en arrière-plan et qu'on retrouvera dans un instant. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur le film Top Gun, vous pouvez nous rejoindre en visio, il y a un lien disponible. Dites-le sur le chat, je suis intéressé pour participer et je vous envoie en MP le lien de connexion en visio, vous nous rejoignez et on vous demandera votre avis si vous avez aimé ou non le film. Voilà, tout simplement. Il y en a qui n'ont pas aimé. Voilà, c'est ouvert. En tout cas, c'est ouvert, n'hésitez pas à venir participer. On lance l'actualité du terminal. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Actualité du terminal. Et pourquoi la caméra elle s'affiche? Ah oui, je sais pourquoi. Voilà, faut cliquer. Ou sinon on peut mettre la gauche plutôt. Celle-là. Oui, vas-y. Ça change. Allez les amis, c'est parti. On va parler un petit peu d'actu, l'actualité du terminal, rapide, 3 petites brèves. Et la première qui concerne l'ENAC, l'école nationale de l'aviation civile, que tout le monde connaît, qui est basée dans tout un tas de centres en France. Et bien l'ENAC commande des Vélis électro. Donc vous voyez, c'est les petits Tagazu qui sont là à gauche, de chez Pipistrel. Avec le chargeur là à côté. Voilà, ils sont branchés. Les gars, j'ai pas le temps de vous suivre ce soir, mais je suis passionné d'aviation d'espace, je reviendrai très vite. Et bien avec grand plaisir, Mauvais Karma, tu seras le bienvenu. Mais tu pourras voir l'émission sur YouTube, de toute façon. L'émission sera en replay pendant 14 jours sur Twitch et elle sera ensuite mise sur YouTube dans une semaine à peu près. Voilà, donc Green Aerolis, qui est la société qui fabrique les fameux petits pipistrelles électro. Ils en ont livré à peu près une trentaine cette année en France. Et ça représente à peu près 2000 heures de vol sur les 12 derniers mois de l'année pour vous donner un ordre d'idée de l'utilisation de ces avions. Alors l'ENAC a l'intention, alors c'est même pas l'intention, c'est qu'ils en ont déjà loué 2, puisque Aerolis c'est de la location. Donc l'ENAC en a loué 2 et elle a décidé de les exploiter initialement sur le centre de Carcassonne.
et elle va s'en servir pour les phases initiales des formations de pilotes. Voilà, donc il y a les pilotes qui feront à peu près une dizaine d'heures de vol là-dessus. Et à l'automne, justement, ce seront les élèves pilotes de ligne qui pourront en profiter, puisqu'eux aussi auront 10 heures à faire. Les Vélis sont classés ULM, eh bien non. Là, en l'occurrence, ce sont des avions immatriculés en CDN. Mais on pourrait très bien les classer en ULM, vous allez voir pourquoi, quand on va aborder tout à l'heure les masses. Donc, les EPL pourront en profiter, et les avions, donc ces deux avions-là seront mis en place sur Muret, Toulouse-Muret, et ils serviront notamment aux premières phases LAPL et PPL. Et voilà, et d'ici un certain temps, ils envisagent d'en louer 20 de plus qui répartiront sur l'ensemble des centres. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Est-ce que c'est judicieux ou pas judicieux? Et je vois justement, on va la mettre directement sur en incrustation, l'excellente remarque de Salah Elfi, c'est ça, qui nous dit, alors non, c'est pas celle-là, c'est l'autre après. Ah non, mais non, c'est Pierre, pardon. C'est Pierre. Alors oui, classé ULM, c'est une bonne question. Rendre au César ce qu'est à César. Et Pierre qui nous dit des Vélis à Carcassonne avec le vent d'autant, ça va être fun. Ouais, alors j'ai pas les classifications léger, ouais, mais... vent de travers. Cependant, sachez que ces Vélis-là, ce sont des avions biplaces. Ils ont une longueur à peu près une envergure d'une dizaine de mètres, une longueur d'à peu près 6 mètres. La masse à vide est de 428 kg. Donc effectivement, si la masse max est en dessous de 600 kg, on pourrait les classer en ULM. Et la masse max, elle est pile de 600 kg. Ça sent un peu... hein, bon, on est d'accord. La vitesse de croisière, par contre, 160 km/h. Ça se traîne un peu. C'est pas des masses. Hein. Et le plafond, 3700 mètres. Ce qui est plutôt pas mal. À mon avis, il faut quand même un certain temps pour y aller. Voilà. Rayon d'action, c'est là où le bas blesse. Il y a 200 km d'autonomie. Alors par contre, j'ai eu un retour d'expérience sur l'exploitation en école de ces avions-là. Les électros ou les pipistrelles de base? Non, ceux-là. Les Vélis électriques. Ouais. Ok. Alors, pédagogiquement, c'est un avion qui, effectivement, par sa batterie qui est relativement assez limitée, il y a forcément une très bonne gestion de l'énergie au cours du vol. Et donc ça rejoint un peu, et donc ça rejoint un peu le problème des pilotes de ligne qui doivent gérer assez au kilo près presque, j'allais dire, j'exagère peut-être, mais qui doivent quand même gérer pas mal précisément leur consommation de carburant. Alors quid aussi des batteries qui s'usent, qui perdent en capacité? Est-ce que c'est pris en compte? Oui, c'est pris en compte. Tu vois, il y a quand même des questions à se poser. Et effectivement, tu en parles bien, puisque l'autonomie annoncée du Vélis électro, c'est 60 minutes. Ouais, 60 minutes. Et il y a 30 minutes de réserve VFR. Mais 60 minutes. Donc tu as tous les points de non-retour à calculer, tu as plein de trucs comme ça à calculer. Tu pars en vol et puis tu te dis, bah tiens, si j'arrive pas à ce point-là, et puis qu'il me reste tant d'énergie, je fais demi-tour. Alors dans le chat, est-ce que vous, tiens, bonne question, est-ce que vous seriez d'accord pour voler sur cet avion-là? Ah bah moi, si c'est pas P51, j'y vais pas. Ouais, mais c'est trop sélect, Nicolas. Dites-le nous dans le chat, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que vous pourriez essayer ou pas? Bonne question. Et comme ça nous permet d'enchaîner sur la question suivante. L'autonomie du Vélis, c'est de 60 minutes. Oui, 60 minutes plus 30 minutes de VFR. Pour les tours de piste, c'est OK. Bon, Michael, lui, ils font, donc à l'école où je suis allé, j'ai vu ça, ils font de la mania, pas forcément en secteur comme on avait l'habitude de le faire, mais très près du terrain, et puis ils reviennent. Et c'est exploitable en école. D'accord. OK. Maintenant, à voir comment ils vont vieillir aussi en utilisation école. Ça marche. Bon, donc voilà, c'était la première petite news sur le Vélis électro et on enchaîne. Après, il ne faut pas être trop lourd comme moi, quoi. Mes instructeurs, il va falloir calculer. Faut arrêter les burgers là pour les. 480, allez, en 420, ça fait 180 kg dans port. Ouais. 8 à 8, 16. Avec le carburant au moins, ça fait pas des masses quand même. Donc les 3B, c'est fini. C'est ce que je dis, puisque ça a des batteries. Ah oui. Donc c'est 128 kg. Donc les 3B, tu vois, fini. Allez, terminé. Le RV15 de Vance Aircraft, version L haute. Vous avez vu donc la photo.
Donc c'est une aile haute haubanée que propose ce nouveau RV15 de Vance qui vient tout juste de sortir et qui va un peu en opposition avec les Vance qu'on connaissait avant, hein, qui en fait étaient des avions en composite. Certains modèles étaient plutôt faits, on va dire, pour le voyage, et d'autres modèles étaient adaptables en voltige, puisque des Vance faisaient de la voltige aérienne en tout cas. Donc ce nouveau modèle a été conçu pour, je pense, quand on voit les portes transparentes comme ça, pour de l'observation, de la photo, exact, il fait penser un peu au Piper Cub, peut-être en plus petit. C'est ça, ouais, petit avion. Ça ressemble un peu à ça, ouais, en effet. Un train-queue comme ça, là. Ouais, et le Vance, en fait, sa spécialité, c'est de faire en fait des avions en kit, qui vous avez la possibilité de commander un kit et de fabriquer en fait votre avion chez vous. Si vous le souhaitez et que vous avez le temps et l'outillage. Voilà. C'est vous recevez un peu comme les Lego, vous assemblez et puis après voilà. Ou alors, si vous avez la flemme ou pas les outils, et vous pouvez aussi le commander tout monté. Voilà, donc c'est les avantages ou les inconvénients, je sais pas, des avions en kit. Mais vous pouvez le faire. Présentation de ce modèle-là, c'est bientôt, c'est le 25 juillet à Oshkosh. D'accord. Les tarifs, je peux pas vous dire. J'ai pas les tarifs. Je ne suis pas commercial chez J'ai entendu dire que c'était le prix d'un avion. C'est ça. Ça vous donne une fourchette. Monter ou pas monter? Parce que c'est ça aussi la question. Eh oui. Non, ça reste quand même. Je crois que c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Voilà. À vous de voir, j'ai envie de dire. Voilà, donc pour le Vance, ça serait sympa d'essayer un petit peu pour savoir ce que ça peut donner. Ça peut être pas mal. Enfin, je pense que Aviateur 59, il sera d'accord avec moi, quitte à faire un kit. Ouais, on va faire un kit surprise Camel. Un vieux truc. Ouais. Bon. C'est un choix. Alors, oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Crash d'un Piper expérimental, un PA-46 à l'hydrogène. C'était d'ailleurs le premier modèle du nom. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Ça s'est passé en Angleterre au mois d'avril dernier. Et là, en fait, vient de sortir le témoignage, pas le témoignage, mais le rapport d'enquête, l'équivalent du BEA, mais en Angleterre. Alors, en fait, il a fait, vous le voyez sur la photo de gauche, un atterrissage forcé. Pas de blessés. Par contre, l'avion est complètement détruit. D'accord. C'était le Piper PA-46 Hindenburg, c'est ça? PA-46 Hindenburg? Je sais pas. En tout cas, il était expérimental à hydrogène. Donc, oui, mais non. Les résultats de l'analyse. En fait, il y avait 2 jours d'essai en vol qui étaient prévus. Et ils en étaient à la phase numéro 3, qui correspond donc les tests en vol. Et ils devaient faire 7 heures sur 14 vols. Donc ça fait quelque part des vols de demi-heure. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu les différences par rapport au Piper de base, qui est un moteur à piston, et le moteur a été remplacé par 2 moteurs électriques qui sont couplés sur la même hélice. D'accord. Donc il y a une hélice commune, ce qui veut dire qu'il y a 2 énergies qui sont exploitables sur cet avion-là. Soit on utilise des batteries, donc on parle d'un mode HV, c'est-à-dire ce sont des batteries lithium haute tension. Donc là on est en full électrique. Et il y a également un deuxième système avec une pile à combustible, donc qui fonctionne à l'hydrogène, et on appelle ça le mode HFC. D'accord, et donc cette pile à hydrogène fournit l'électricité qui fait tourner les moteurs. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, les pilotes, à un moment donné, ils se sont rendus compte d'une perte de puissance. Alors vous voyez, l'avion, il a fait une sorte de circuit là, il arrivait donc dans l'axe de la piste 03. Ouais. Et là, en fait, ils ont désamorcé, ils ont coupé en fait le HV, c'est-à-dire qu'ils ont coupé en fait les batteries pour passer en full HFC. Et là, perte de puissance. Et lorsque ils ont coupé ça, ça a coupé complètement le truc électrique. D'accord. Ah oui. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de réinitialiser le système. Ils ont sorti une sorte d'hélice RAM, c'est-à-dire une hélice qui va fournir avec le vent relatif de l'électricité. Et en fait, cette hélice, elle a fourni suffisamment de tension pour activer un système de protection au niveau de l'onduleur qui a eu pour effet de verrouiller l'alimentation des moteurs. D'accord. C'est ballot. Oui, surtout quand on est dans l'axe de piste et très bas. Oui, oui. Bon, c'est arrivé. Et du coup, l'avion était trop bas et trop loin de la piste pour pouvoir revenir et se poser. Donc du coup, ils ont opté pour se poser dans un pré,
Alors visiblement ils ont assez mal visé parce qu'on voit que derrière ils ont renversé quand même une... Enfin ils ont mal visé, ils ont fait comme ils pouvaient. Ils ont fait comme ils pouvaient. En même temps. Hein. Ils ont fait ce qui est bien, c'est de sauver la vie. Eh ben oui, mais c'était le cas, mais par contre l'avion est détruit. Alors l'enquête, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors l'enquête elle est quand même assez sévère hein, parce que l'équipe des essais en vol est mise en cause de manière très nette. En fait, il y a déjà eu pas assez à leur goût d'essais au sol. C'est-à-dire que les essais au sol ont été quand même particulièrement raccourcis, ce qui fait que derrière, eh ben, on est passé un peu trop rapidement à la phase en vol. Deuxièmement, ils ont eu une panne similaire lors des essais au sol, mais elle n'a pas été prise en compte. Donc c'est ballot. Bah, pour un truc qu'on essaye... Bah ouais, résultat, ça s'est passé en vol. Bah oui. Et enfin, le dernier truc, et là, malheureusement, voilà, c'est une modification sauvage des plans d'essai en vol. On doit faire ci, ça. Ouais. Non, mais là, ça, on le fera après. Hop, et on fait autre chose. Et du coup, eh ben, ça marche pas. Ça fait pas très professionnel. Non. Donc, quid de ce projet PA46 expérimental? Ça a l'air d'être une bonne idée, en tout cas. Alors, sachez que au niveau HFC, donc pile à combustible, il y a un autre avion, c'est un Piper Malibu qui a aussi été converti et qui est en phase d'expérimentation. Il tourne aussi à l'hydrogène. Donc, à suivre. Facteur humain encore. Eh ouais. Exactement. Et toujours, faut toujours qu'il y en ait un qui dise allez, il y a qu'à des queues, faut courir vite. Hein. Hop. Ben voilà. Voilà pour la petite rubrique actualité du terminal. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à faire dans le chat. Et puis on réagit. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On lance la séquence? Allez, c'est parti. C'est parti, on parle de Top Gun. Et on est là pour ça, c'est la séquence stabilisée en croisière, débriefing Top Gun Maverick. Et on retrouve nos invités. Pourquoi ils sont plus là? Ils étaient là tout à l'heure. Ils sont où? Non, ils sont pas là. C'est Michael qui est là. Ah. Mais que se passe-t-il? Si, ils sont là. Bah alors je les vois, mais je les vois plus. On n'arrive plus à les incruster. Ok. Bon, bah... Ah bah si, ils sont là. Fallait juste être patient. Salut les gars. Salut, bienvenue messieurs. Vous êtes 4 pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints ou pas. Je vais vérifier en même temps. Encore une fois, si vous êtes en train de visualiser l'émission, de regarder l'émission et que vous désirez participer ensemble, comme nos 4 charmants invités au débriefing de Top Gun, n'hésitez pas à le faire. À participer. Ah, Salah HEFL qui fait signe. Eh ben, d'accord. Alors, je vais t'envoyer le lien en MP, si tu veux bien. Par contre, pourquoi... alors, ce qu'on va faire, Salah, je vais t'envoyer le lien de Discord, qui est ici. Voilà, tu rejoins Discord et tu m'écris sur Discord et je te fais passer le lien, comme ça tu pourras te connecter directement puisque le lien il est là-bas. Voilà, en attendant, on démarre et puis Salah, on reviendra vers toi si tu nous rejoins sans aucun problème. Et bien messieurs, ce que je vous propose, c'est de vite faire un petit tour d'écran, vu que pour l'instant vous êtes 4, histoire de vous présenter un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Allez. Eh ben allons-y. On fait comment? En haut à gauche, en haut à gauche. au fur et à mesure. Allez Michael. Eh bien bonsoir. Donc Gérard Felzer de la zone aéro. Hein. Je suis de retour. C'est ça les cheveux en fait. Hein? C'est ça les cheveux. La coupe. D'accord. Donc je suis instructeur à TPL théorie, j'enseigne plusieurs matières, météo, mécanique du vol, radionave, etc. Et passionné d'aviation, bien sûr, et fervent admirateur de la zone aéro et de tout le travail qui était derrière. Et collaborateur aussi. Et collaborateur, il faut pas... c'est bien parce que Michael, on pourra voir peut-être ton avis tout à l'heure en mécavol. Tout à fait. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais. Monsieur Quentin. Bonsoir, donc moi c'est Quentin. Je suis élève chez PFT avec le PPL et la TPL en poche. Et j'attends la reprise de la partie pratique. D'accord, bah félicitations parce que c'est pas une partie facile hein, les 14 certifs là. Merci. C'est vrai qu'il y a une petite fierté à la fin. Oui, il faut.
C'est pas interdit, au contraire. Polo, alors on voit d'ailleurs il y a tous ces costumes. Polo, il est dans son musée là, c'est classe. Ça fait une belle déco là. Ah, vas-y, on voit le fil. Non, on voit pas le fil, vas-y. Donc moi c'est Paolo, je suis pas pilote, mais je suis passionné d'aviation, et notamment Première et Deuxième Guerre, mais avec un petit plus sur la première. Ok. Voilà. Alors Paolo, voilà, il a une collection derrière d'objets, d'uniformes. On avait fait un direct chez lui une fois. Et d'ailleurs l'émission est sur YouTube, si vous voulez le voir, vous remontez un petit peu en arrière et vous retrouverez. On en refera une parce que les conditions n'étaient pas top, mais on en refera une. Et puis, non, une bien, et puis... ok. Et c'était avec mon téléphone portable, et puis... ça marche. Et le fil il était trop court. Ok. Et le dernier, monsieur Antoine. Ah, on t'entend pas Antoine, il faut que tu réactives ton micro. On te voit parler, mais on t'entendait pas. Alors, est-ce qu'on va entendre Antoine ou pas? Vas-y voir, essaie de parler parce que là on t'entend pas. Non, on n'entend pas. Ah. On n'entend toujours pas. Ça marchait tout à l'heure, hein? Ouais, bah oui. Bon, ce sont les joies du direct. Ouais, la connexion est... Est-ce que tu le sais? Ah, ça y est, ça commence de revenir. Avec moi, ça vous pas? Ouais, c'est bon, ça y est, là on t'entend. Ok, super. Bon, désolé, c'est la connexion qui est pas terrible. Bah, bonsoir tout le monde, je m'appelle Antoine. Je suis un ancien pilote de chasse. J'ai quitté il y a 4 ans, 3 ans et demi. J'ai fait 21 ans à l'armée. J'ai eu la chance d'y connaître Seb en 97. Et puis maintenant, je travaille chez EasyJet. Je suis copilote à Nantes. D'accord. Voilà. Bienvenue, enchanté. Et Antoine, on peut le dire, expert du Mirage F1. Expert du Mirage F1 ouais, on peut le dire. Ah, ça saccade un petit peu, Antoine. Superbe avion, le mien, F1. Superbe. Et sur quelle base alors le F1? J'ai fait Reims, Colmar et Reims. Reims? Je crois que c'est ça, hein, Reims. Il me semble que tu as dit. Ouais, Reims, Colmar et Reims. Reims, Colmar et Reims. Ah, Reims, j'ai volé un peu là, un peu au-dessus de la côté du fort de la Pompelle là, à Prenay. Et j'allais faire des. Bah, à la base de Reims c'était fermé, j'allais faire des PTU, des PTE sur les pistes là-bas. Ah, ok. L'ancienne base aérienne. Mais elle était coupée en deux, hein. Il y avait une partie civile, une partie militaire, il me semble, non? Ouais, il y avait la partie aérogare civile, c'était vraiment petit, c'était juste un hangar. Hein. L'essentiel c'était une partie militaire, effectivement. D'accord. Et je vois des maquettes derrière, t'es maquettiste aussi? Non, c'est du Pilot Station, ça là. Il y a un Spit qui est par là, hop, et puis un 26. Et mes F1 sont de côté. Ok. Ah. Et d'ailleurs, alors tiens, je vais te faire baver. On le fait baver, Antoine. Hein. Antoine, il a fait du Spit, du vrai. Ouais, c'est vrai. Il a fait du Spit. C'est une bonne expérience alors. Ah, c'est génial. Il est souple, il est comment, par rapport à un avion de chasse moderne, je sais pas si on peut comparer, hein, mais il est tellement bien taillé qu'on sent qu'il est fait pour ça. C'est un vrai chasseur. D'accord. Et alors, donc, est-ce que c'est une réalité que le train d'atterrissage, tu le remontes en pompant manuellement? Je pense pas, non. J'ai pas fait attention. Après, j'étais en place arrière, donc il y a des commandes forcément que j'avais pas. Mais non, je crois pas. Pour moi, c'est un système électrique. Ensuite, peut-être qu'ils l'ont modifié sur les speeds de Beacon Hill maintenant, mais. D'accord. Le P40, il était à pompe comme ça, le P40. Un reportage où effectivement, apparemment, sur les premières versions, c'était une pompe manuelle. Et tu étais obligé de lâcher la main du manche et des commandes de gaz pour faire remonter le train. Ce qui fait que tu avais un significatif. Mais je ne sais pas vraiment si c'est sur toutes les versions. C'est le Wildcat qui était comme ça en fait. Il y avait une manivelle pour remonter le train parce que c'était des poulies avec des câbles et tout ça, des chaînes. Et donc il y a le pilote qui tenait le manche et en même temps il tournait comme ça. Donc les deux mains, le mec qui avait des problèmes un peu psychomoteurs là comme ça, hop, donc l'avion il faisait ça quand il rentrait le train quoi. Et alors, c'est le premier modèle du I-16 aussi. Et le I-16, ouais, c'est vrai, c'est des câbles aussi, ouais. Et alors Antoine,
Alors, ça fait quoi? Parce que tu étais pilote de chasse, tu vois, sur F1. Je sais pas si tu t'intéresses à l'histoire, et donc ça faisait quoi de monter sur un avion de chasse de l'époque de la guerre, quoi? Alors, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de voler donc à Biggin Hill sur un Spit qui avait appartenu au 341 Alsace. Donc moi qui avais passé 3 super années à Colmar au groupe de chasse Alsace de 2005 à 2008, j'ai goûté ma petite Madeleine en connaisseur. Hein. C'est assez magique de pouvoir voler sur un avion qui avait participé aux opérations du D-Day avec un des pilotes de l'Alsace aux commandes à cette époque-là. C'est vraiment chouette. Ah ouais, ça doit être assez émouvant quand même. Ouais. Paolo et moi, on est passionnés d'histoire, et c'est vrai que des moments comme ça, on n'a pas eu la chance d'être pilote de chasse, mais peut-être qu'un jour on fera du speed ou tout ça, mais on va gagner l'auto. Mais ouais, ça devait être assez émouvant, j'imagine bien. Ouais. Ouais, c'est une super expérience, franchement, c'est génial. C'est sûr. Ok, bon, on raccroche nos... Bah ouais, j'ai bavé là maintenant. Non, mais pas de soucis, hein. Bon, parlons du film Top Gun Maverick. Je vous propose, les amis. Oh non, pas le film. Non, on va pas se faire le film. Oh, galère. Mais je vous propose qu'on se regarde ensemble, si j'arrive à le remettre, mais normalement oui. Elle est où, cette fenêtre? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vous propose de regarder ensemble, comment dire, un petit medley des bandes annonces de Top Gun Maverick. Mesdames et messieurs, c'est votre commande en bord. Alors évidemment, j'ai lancé, mais ça me l'a pas lancé au bon endroit. C'est juste pour se remémorer un petit peu, on va dire, le film. Et puis on se retrouve, ça dure pas longtemps, ça dure 2 minutes, quelque chose comme ça. C'est voilà, une compile de toutes les bandes annonces du film qui sont passées, qu'on a pu voir. Et peut-être que ça nous aidera, en tout cas, à nous remettre en tête certaines séquences. Voilà, hop, on va passer là-dessus. J'active Chrome, hop, ça marche ou pas? Hop, non, c'est pas celui-là. Là non plus, ok. Je suis maudit. Il n'y a pas à dire, je suis maudit. Ah oui, si, en fait, ça arrive, les amis. Tiens, Nico, vas-y, meuble-toi pendant ce temps. Ouais, donc le réglage. Voilà, moi je suis allé voir Top Gun, donc je suis allé voir le premier, hein, je me souviens, j'étais jeune, adolescent. Et ça me faisait rêver parce que ouais, j'espérais encore être pilote de chasse, pouvoir faire pilote de chasse. Sauf qu'en seconde, on m'a mis des lunettes sur le nez, on m'a dit tu verras mieux. J'ai dit non, je vais être pilote. Donc on m'a mis des lunettes sur le nez, j'ai vu mieux effectivement, et j'ai dit merde, les cons ils ont raison, quoi. Donc du coup j'ai pas pu faire pilote de chasse. Mais j'avais apprécié le film, je me souviens, j'avais 2 affiches de films dans ma chambre à l'époque. J'avais Top Gun, et je suis passionné de baseball aussi, et j'avais l'affiche du film Le Meilleur avec Robert Redford. Mais j'avais la grande affiche de votre film à l'époque, les photos, comment ils avaient fait les combats aériens, etc. C'était intéressant. Ouais. Tac, ok. Et puis, bon. On va essayer, on va voir si ça marche. C'est bon, on lance? Mesdames et messieurs, c'est votre commande en bord. Que le combat commence. Top Gun Maverick. Non, vous entendez pas de son? Alors regardez comment on va faire. Ça va être encore mieux. On fait à l'ancienne, hein. Mesdames et messieurs, c'est votre commande. Que le combat commence. Et voilà. Hop, on va rebasculer donc sur l'incruste. Tac, voilà. Bon, ça remémore quelques images, quelques séquences du film. Alors déjà, première petite chose, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et qu'on sache à peu près si on devait noter le film. D'un point de vue global, hein, d'un point de vue totalement global. Note sur 20, combien vous mettriez au film Top Gun Maverick? Antoine, vas-y. 18. Comme le F-18, bien sûr. Comme par hasard. D'accord, 18 sur 20, ok. Polo? Moi j'aurais mis 17. Alors pourquoi? Un petit peu moins? Bah pour pas se faire enchérir sur Antoine. Okay. Ah, c'est l'expérience. J'aurais pu mettre 18 aussi, mais... Bon, d'accord. Donc 17 pour Polo. Quentin? Bah, je suis un peu jeune et tout ça, donc je dirais 19. Hein, mais t'as vu le premier quand même?
Oui, bon. fallait. Ok, donc 19. C'est mon enfance. D'accord, 19. Et Michael? Alors moi, je lui mettrais 17 aussi. Franchement, j'étais assez... ça m'a bien plu. C'est vrai que, bon, comme beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier. Ça me ramène à mes années d'adolescence, etc. Et je trouve que, franchement, pour une version 2, c'est pas si mal réussi. Il y a beaucoup de deuxièmes versions qui sont bien plus réussies que ça. Donc, franchement, ouais, je lui mettrais un 17. Et toi, Nico? 10. 10. Oh, t'es dur, Nico. Ah, mais non, c'est ce que je disais à Seb tout à l'heure, on mangeait ensemble avec Seb, et puis finalement, depuis qu'on en parle de ce film-là, et puis depuis que tout le monde l'a vu, finalement, tout le monde a aimé. Donc je me suis dit, bon, ce soir, je vais jouer le rôle du détracteur, hein, je vais faire celui qui n'a pas aimé. D'accord. Et ben moi, non, mais ouais, 18, 19, ouais, c'est... D'accord. Ouais, je mettrais pas 20 parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont un peu... Je dirais pas dérangé, mais qui m'ont fait dire, ah bah tiens, ouais, bon. D'accord. Ouais. Et ben moi, je vais être peut-être le plus sévère, moi j'aurais mis 16. 16? Ouais. Oh. Et je vous expliquerai après pourquoi. Voilà. J'aurais mis 16. Bon, voilà. Il est bizarre, lui. Non, mais voilà, j'aurais mis 16. Enfin, si, je peux déjà vous dire sur un truc, on l'a entendu dans la bande-annonce. Le truc qui me... Alors, c'est pas qui me dérange, mais on peut pas faire autrement. C'est qu'on retrouve pas, et ça, c'est mon côté auditif, c'est la voix de Maverick. C'est pas la même voix que le film original. Et je trouve que Patrick Poivet, qui, le pauvre, est décédé aujourd'hui, depuis quelques années, était la voix de Tom Cruise dans les premières parties. La première partie de carrière, et on retrouve pas en fait la voix et ce côté, ce ton ironique qu'il avait et qu'on retrouve pas là-dedans. Alors on peut dire il a vieilli, oui, on peut le penser, mais il manque un petit peu ce charme. J'avais pas remarqué perso, mais t'embêtes les mouches quand même un petit peu là. J'aurais dit tant mieux, personnellement. Ouais. Non, vous avez pas fait attention à... Si, c'est la voix de Tom Hanks d'ailleurs dans le doublage, mais... Oui. Je préfère largement ce ton de voix, on voit qu'il a bien mûri, c'est plus le petit con qu'il était avant. C'est ça que j'ai pas trop aimé dans le premier, c'est de le voir... c'est pas ça un pilote. Quand vous êtes arrivé, tout le monde était un peu comme ça quand même. Ouais, je me souviens quand vous êtes arrivé à l'école. Si, Non, aussi vite, je pense. Il y a toujours le petit côté. Justement, on va demander à Antoine, là, Antoine qui était dans la chasse. Est-ce que tu as vu des gars un peu comme ça, pas des têtes brûlées, mais un petit peu crâneur, un petit peu... Pas pitonne, quoi. Est-ce que l'eau est chaude? En fait, un escadron de chasse, c'est une meute de loups. Hein. Il faut se faire sa place dans la meute, donc c'est toujours un savant mélange entre avoir des capacités et puis un peu être agaçu, si je puis me permettre. Voilà, donc c'est toujours un petit peu le jeu. Après, ceux qui sont un petit peu trop bouchus mais qui n'ont pas les billes derrière, généralement ils font pas de vieux os. Ouais. Mais il y a quand même du vrai, et c'est ce que j'apprécie aussi dans le 2, c'est de retrouver cette ambiance d'escadron, cette ambiance d'équipe en fait, qui se construit au fur et à mesure en effaçant des égos et puis dans les missions et dans aussi ce qui est dans ce qu'on appelle l'extra pro, quoi, hein. C'est-à-dire que ce qui fait une équipe de combat dans un escadron de chasse, c'est ce qui se passe en vol, et c'est aussi beaucoup ce qui se passe au sol, dans la préparation des missions et puis dans les à côté, quoi. Ouais. D'accord. Moi, ce que je dirais en point positif, tu vois, c'est que dans le 2, c'est vrai qu'on voit Tom Cruise, enfin Maverick, on le voit assagi en fait. Il a vieilli. Ah oui, mais il a pris 30 ans dans la tronche. Hein. Ouais, il a vieilli, mais... Comme nous. Voilà. Oui, c'est ça. Mais on sent qu'il a évolué vers la chaise. Enfin, je veux dire, c'est un acteur, c'est un jeu d'acteur. Il aurait pu rester il aurait pu devenir vieux con. Alors, je suis d'accord avec toi. Il aurait pu devenir vieux con, tu vois. On dit quand même dans le film plusieurs fois qu'il n'est pas tellement là où il devrait être. Donc, il a été peut-être burné un certain nombre de fois. Oui, peut-être. Oui, mais l'avion, au début, qu'il essaye, c'est pas une petite merde, c'est pas... Mais non,
j'ai pas dit ça. Ça met en cause ses compétences, mais le SR-72, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Mach 10, là, c'est pas un petit avion, donc je veux dire, quand même, pour être à ce niveau-là, pour être pilote d'essai d'un avion comme ça, même si tu as fait des conneries dans ta carrière, faut pas en avoir fait beaucoup, hein, pour. Donc moi je pense que non, ça fait partie de la bonne logique de la suite de Top Gun, du premier en fait. Bon, il y a une bonne évolution. C'est sympa aussi, c'est vrai qu'il revient pas forcément en super-héros américain. Bon après effectivement il y a la mission etc. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine humilité au début du film et tout qui est assez cool je trouve. Le personnage a vieilli, on l'accepte comme ça et tout, c'est assez cool. Ouais, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il a dû s'en prendre dans la gueule. Ouais. Hein, avec son arrogance, et ils l'ont mis un peu sur une voie de garage, mais avec son expérience et puis sa capacité de pilotage, etc. Ils l'ont peut-être mis sur ce projet-là un peu spécial, quoi, d'avion rapide. Alors moi je l'imaginais pas du tout dans les essais, mais plutôt je pensais qu'on allait le retrouver là où on l'avait laissé, c'est-à-dire à Top Gun en tant qu'instructeur. Ouais, qui est trop casse-cou pour rester instructeur, je pense. Oui, je pense que il y aurait... Et c'est pour ça qu'il était bon en pilote d'essai, peut-être. Ouais. C'est vrai qu'il y a un trou là dans l'histoire, on sait pas. Non, mais je pense qu'effectivement, là où on le reprend, dans le 2, je trouve que le personnage, il a évolué, et là, Tom Cruise, il a bien transmis, en fait, une évolution qui était pas forcément chaotique, mais il n'a pas évolué au niveau carrière, où il est monté en grade, un peu comme Iceman, tu vois. Mais il a évolué quand même correctement, parce que ils l'ont gardé comme pilote d'essai en fait. Après, est-ce que c'est parce qu'il a fini aussi numéro 2 à l'époque et que c'était le premier qui tirait son épingle du jeu? Je sais pas. Faut demander à Tom Cruise puisque c'est lui qui a produit le film. On l'avait là, mais sa connexion elle déconne. Ouais, c'est ça. Il s'excuse. Hein. Ouais. Il s'excuse. Alors, si maintenant on parle, on rentre un petit peu dans le détail de l'histoire. Est-ce que l'histoire en elle-même, dont la mission, on en parlait tout à l'heure, enfin tu en parlais Antoine, est-ce que la mission et l'histoire globale vous a convaincu? Allez, qui commence? Antoine il rigole. T'as pas fait une mission comme ça Donne-nous ton point de vue de chasseur. Alors... Non, clairement, la mission et toute la partie technique ne m'a pas convaincu, mais j'y allais pas pour ça. Ouais. J'y allais pas pour ça. Et de toute façon, si on veut faire un film qui retranscrit le plus fidèlement possible les tactiques et puis les missions qui sont effectuées, alors. Rien donné, c'est peanuts. Ouais. Je veux dire. Déjà, on ne peut pas entendre grand chose. Voilà, après, ça colle parfaitement à l'histoire parce que c'est ce qu'on vient chercher. Hein. De toute façon, moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on sort un peu du domaine de la défense aérienne qu'on avait dans le premier et on passe sur des missions qui sont plus des missions de bombardement. Donc, si on le met en perspective avec ce qui se passe depuis la sortie du premier en 86, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de conflits qui se sont réglés à coup d'armement guidé laser. Donc on est plutôt là-dedans. Hein. On a dessoudé plus de chars et tiré plus de bombes qu'on a tiré de missiles RR, quoi, clairement. Donc on est dans la logique de ce qui se fait. Maintenant, le réalisme de la mission et son exécution, c'est autre chose. Mais le spectacle était là. Donc on va dire que, effectivement, là encore, c'est un point positif, c'est qu'il y a une bonne évolution, quoi. C'est vrai que si on a, comme tu dis, Antoine, c'était une mission de bombardement et ça colle bien effectivement à l'évolution qu'il y a depuis, quoi. Et, mais le côté, tu dis qu'il va pas trop, c'est le côté hollywoodien pour faire plaisir au public, quoi. Mais le côté Star Wars, c'est voilà, ils sont obligés d'en mettre. Du Star Wars? Ah oui, d'accord. Là, c'était quand même Star Wars. Voilà, ils sont obligés d'en mettre. Alors, il était dedans, avec il tire et hop, dedans. Ouais. Bon. Alors, il y a beaucoup de copies, hein. Il y a beaucoup de plans, là, j'ai vu, ça existe déjà dans les autres films. De lesquels? Bah, notamment quand les F-18, là, ils passent sous un pont. Ah oui? Oui, quand ils se mettent sur la trace pour passer sous les arches. Ouais, ils passent sous les arches. Alors, c'est dans quel film? Paulo, Blue Max. Savoir. Ouais, Blue Max, le crépuscule des aigles.
C'est ça. Georges 18. Je crois que tu l'as fait en DA42, Nico. Et ouais, Georges Peppard là, qui avec son triplan là, qui lance un défi à son comment dire, son adversaire du même camp, bien sûr. Et il y a de l'orgueil qui se met en place, tu vois. Et puis donc il y en a un qui passe sous l'arche, et puis l'autre, puis il refait pareil. Et puis après une arche un peu plus étroite, et puis l'autre il fait pareil, et puis il rate son virage, il accroche. Voilà. Le moulin. Ouais. Ah, on sent les experts là, attention. Les experts du cinéma. D'accord. Donc des copies d'images. Ouais, c'est des petits. C'est parce qu'on connaît le film et puis on a reconnu, tu vois. Même Paolo, il a vu qu'il y avait le même, le même un peu scénario à ce niveau-là, au niveau de la scène, quoi. Tu vois, il y a un pont. Et la manière dont c'est filmé aussi. Voilà. Ok. Le pont, il ressemble beaucoup. Dans les images, on va dire, dans la manière dont c'est filmé. Oh, je vais encore faire. Il en faut un, toi, qui endosse le mauvais rôle. Ouais, bah toi, finalement, c'est toi. Et ben moi, j'ai préféré, figurez-vous, les images des Chevaliers du Ciel, que j'ai trouvé, comment dire, pas plus réaliste, parce que voilà, on est quand même dans du film, mais plus artistique, on va dire, dans les plans, dans la succession des plans. Plus souple, moins américain. Là, on est vraiment dans le montage vraiment séquencé où ça passe bam, bam, bam avec des plans très très courts d'un truc à l'autre. Alors oui, scène de combat, je suis d'accord, mais j'ai trouvé que peut-être dans les Chevaliers du Ciel, les choses étaient plus souples et ça enlevait pas en fait l'effet de les faire chercher. Voilà. C'est mon avis. Et c'est pas un cocorico, hein, je dis pas ça parce que c'est un truc français ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Alors quel est votre avis à vous? Heureusement qu'on fait pas des briefings des Chevaliers du Ciel. Ah, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Non, mais je pense que c'est pas la même philosophie cinéma français et US. C'est beaucoup de la grosse histoire, les gros trucs. Nous, les Français, on est plus fins dans la manière de filmer et dans l'histoire, en fait. Enfin, je pense. Hein. Ouais, ce qui me dérangeait dans les Chevaliers du Ciel, bon après on va arrêter parce qu'on parle pas du tout du même film là du coup, c'est que en fait l'histoire elle correspondait pas vraiment à une histoire d'aviation. Je l'ai pas compris moi l'histoire. Hein? Je l'ai pas compris l'histoire, j'ai pas compris comment ça se terminait. Hein. C'est une histoire d'espionnage, je veux dire, avec. On aurait pu faire ça avec des jeeps, quoi, tu vois, par exemple. Ouais, ça aurait volé moins. J'exagère, mais c'est vrai que ça mérite que ça ait été fait avec des vraies images en fait. Ouais. En Mirage 2000, Alpha Jet, etc. Quoi. Ouais. Tu vois, y a pas de... Parce que dans le Top Gun 2, c'est pas que des vraies images non plus. Hein. Il y a des trucages, des maquettes, il y a tout ça. Hein, il y a les effets numériques. Les cockpits pas virtuels, mais tu vois, montés sur... Ce que j'aime bien, c'est parce que après on va au cinéma, quoi. On y va pour se faire plaisir. Donc le côté hollywoodien comme ça me dérange pas trop. Parce que des fois, quand c'est trop, ça va vomir. Ça me dérange pas trop, mais parce que ça rajoute. Mais ça colle à l'histoire. Ouais. Tu vois, ça colle à l'histoire. Ça colle au personnage. Ça colle. Tu sais, un peu. Faut prendre des risques. Ouais. Maverick, c'est un mec qui prend des risques, un peu tout fou là, et puis il a pas peur, quoi. Donc, et puis il y va, quoi. Tu vois. Mais ça, on peut pas le montrer en vrai, quoi. Oui, c'est ça. Hein? Et toi, Michael, les images? Alors moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'est vrai que. À la base, je voulais pas spécialement aller le voir parce que je suis souvent déçu par les deuxièmes opus en général et finalement je me suis trouvé avec des étudiants, on était en fin de cycle d'une phase ATPL qui m'ont embarqué et qui m'ont dit tiens si ça t'intéresse on va voir Top Gun. J'ai dit bon allez allons-y sans grande attente et finalement j'étais assez ça m'a bien plu les images. Ce qui ressort du film, le personnage avec tout ce qu'il peut avoir de touchant et tout, ça m'a bien plu. Ouais. Après, la technique, on peut en parler, hein, enfin, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais le film, honnêtement, ouais, moi, ça m'a bien plu. Ok. Quentin, je crois que tu nous as... Je pense que j'aurais pas grand-chose à ajouter. Finalement, je l'aurais bien plus apprécié que le premier, effectivement, pour tout ce qui est prise de vue aérienne. Le premier, je l'ai trouvé... disons un petit peu brouillon, que ce soit les prises de vue aériennes pures ou carrément à la place du pilote. L'ATH, je le comprenais pas trop, là j'étais un peu plus concerné, disons. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le premier, il y a 90% des scènes quasiment qui sont prises depuis le sol. Hein. Voilà.
D'ailleurs, ils n'avaient pas la technique à l'époque. Puis la technologie, elle a un peu changé aussi, hein, au niveau des caméras, etc. quoi. Ça suit. Le premier, c'était quelle année? 86, non? Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, on le voyait aussi dans les différentes manœuvres, et ça Antoine tu peux peut-être nous en parler, sur les différentes accélérations. L'accélération, le marquage des jets sur les visages, là on le voyait bien alors que dans le premier on le voit pas du tout quoi. Ouais, complètement. Ça fait partie de ce que j'ai trouvé extrêmement immersif, effectivement, ces séquences sous facteur de charge avec le groin qui tombe sur le bas du nez, là, qui vient t'écraser l'arête nasale. Ça, franchement, c'est vraiment bien rendu. J'ai en tête aussi des images qui sont vraiment superbes, prises à la première personne, où on voit les becs de bord d'attaque du F-18 qui sont en train de travailler comme ça quand ils sont sous facteur de charge avec des décollements de couches limites et tout. Et ça, c'est vraiment top. Moi, je trouve que le rendu de ce qui se passe dans le cockpit, en termes d'impact physique, est vraiment bien. Je me suis même surpris, honnêtement, à contracter les abdos sur certaines manœuvres pendant que j'étais dans mon siège, parce que j'étais en train de me dire qu'il en prenait plein la tronche. Donc, ça prouve la capacité immersive de la faire. C'est ça. Ah bah c'est une bonne expérience ça. C'est sûr. Tom Cruise, ça lui ferait plaisir hein, d'entendre ça. Tu parlais justement de couches limites et d'aérodynamisme. Michael, tu en penses quoi de cet aérodynamisme dans le film? Alors, moi, perso, la première séquence où il fait le vol d'essai sur l'hypersonique, ça m'a plu, hein, franchement. C'est vrai que c'est pas réaliste dans le sens où Mach 10, je pense pas que ça soit atteignable dans l'état actuel des connaissances sur un avion, parce que les objets qui volent à ces vitesses-là, ça va être soit des missiles balistiques, soit des navettes spatiales qui rentrent dans l'atmosphère, etc. Mais honnêtement, il y a plein de petits détails techniques. Et évidemment, j'imagine qu'il faut que ça soit excitant et tout, parce que si on présente un avion qui volait à Mach 3, bon, c'est pas non plus super excitant pour la super production que c'est, quoi. Mais il y a plein de petits détails techniques qui m'ont plu. Par exemple, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il parle d'un moteur qui met en route à un moment donné, qui est un scramjet. Ça s'appelle un scramjet, c'est un statoréacteur à combustion supersonique. Et effectivement, c'est un truc, ils ont été le chercher, quoi. Ils ont dû faire appel à des experts en hypersonique pour sortir ce truc, quoi. Parce que perso, moi, ça m'a fasciné ce moment. Bon, après, effectivement, Mach 10 en montée, maintenir Mach 10 en montée ou en inclinaison à 80 degrés, c'est pas vraiment réaliste, mais c'est assez excitant quand même. Ouais, les statos, c'était le Duc, un ingénieur, le Duc, qui avait fait des avions statoréacteurs. On envoie au musée de l'air à Paris, là, au Bourget, il faut aller voir, hein. C'est extraordinaire à voir ces il y en a pas trucs-là. qui en coupe avec... En fait, un statoréacteur, c'est un moteur où il n'y a rien à l'intérieur qui tourne. Et la compression se fait juste par l'aérodynamique interne du moteur. Et là, en plus, ils font référence à un type particulier de statoréacteur qui produit des ondes de choc à l'intérieur et qui va comprimer l'air justement d'une manière bien spécifique, qui est prévue pour marcher dans un range de vitesse bien particulier. Et ouais, non, c'est assez fascinant, hein. C'est une piste, les statos à combustion supersonique, c'est le moteur qui est prévu pour faire du tourisme hypersonique ou pour faire du vol hypersonique, pour envisager du vol hypersonique, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'est sympa. C'est sympa. Ok. Tu parlais justement de toutes les actions, des pilotes, des réacteurs, de tous ces trucs-là. Toi, Antoine, tu penses quoi de cette fameuse remontée là, une fois qu'ils ont bombardé, ils doivent tirer, je ne sais plus combien, je crois que c'est 9G, pendant un certain nombre de temps pour pas percuter la paroi. C'est réaliste ou pas? Ou est-ce qu'on pourrait penser que est-ce que c'est pas plus simple de faire demi-tour, de se barrer, quoi? Ouais. Alors, 10G, 9 ou 10G, oui, l'avion il peut les prendre, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci, parce que par essence, même si les avions ils ont toujours une limitation en facteur de charge, en fait c'est dépendant du poids de l'avion à l'instant T, et l'indice de fatigue
sera sorti après. C'est-à-dire que même un Rafale, par exemple, il est limité à 9G par ses commandes de vol, ou à 2000. La butée électrique, c'est 9G. Mais les avions pouvaient prendre 10G. C'était assez fréquent sur les Alpha du 2000 dans les années 90, tout début des années 2000, que les présentateurs ils fument les 10G. Même moi, j'avais eu la chance de faire un pack sans FR derrière les Voltige Victor. On était revenu avec 10G à la pendule, alors que l'avion il était pour 7G2. Mais avec un plein très faible, ça passe en fait. L'indice de fatigue de l'avion est respecté. Maintenant, tactiquement parlant, je pense pas qu'il existe un pod laser qui soit capable de suivre son target pendant 10G. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est pas évasive. Et puis je parle pas de l'équipier qui est en espèce de simili-patrouille serrée à côté. Ouais, en plus. En plus. Donc ça c'est un peu. Ouais, sous 10G ça fait vraiment pareil. C'est cette scène-là où le truc il déconne aussi là. À un moment il déconne le radar là. Ouais, non mais c'est ça, c'est le pote de laser il merde sur le premier. Il merde sur le premier. Et ben moi je me suis fait une réflexion dans ma tête, j'ai entendu une voix. Use the force, Luke. Oui, bah voilà, on en revient. Tout pareil que Luke, tu sais. Je voyais Luke dans son truc là, pour viser le trou là. Mais c'est ça. Avec son. C'est ça la finalité finalement. Et là je voyais pareil, bah tiens son truc il marche pas, bah use the force. Bah il l'a fait parce que ça a fonctionné. Bah ouais, ça a marché. Bah oui, non mais. Tu vois, encore une autre référence à un film. Après, il y a un truc que j'ai pas compris. Alors peut-être que vous allez. M'expliquer ça, mais on parle justement qu'ils vont être soumis à une force de 9G, donc ça va être compliqué pour larguer les missiles. Pour moi, à partir du moment, bah tiens, on va prendre la maquette là, à partir du moment où on monte, l'avion se met sur le dos, on tire, donc ok c'est positif, mais après, quand on se remet à plat, on n'est plus sous facteur de charge le temps de la viser. Non, je sais pas ce que c'est. Alors pourquoi ça merdouille? Bah, j'ai... Bah, vous avez peut-être des explications? Avant la panne, il n'y a pas la panne. Hein. Oui, c'est ça, mais je veux dire, la panne, qu'elle apparaît sous facteur de charge, oui. Mais là, en l'occurrence, ils étaient à plat, ils étaient en train de piquer vers l'objectif, et là, quelque part, on a envie de dire qu'on est à peut-être 1 G, peut-être moins, si on est en descente et en accélération. Mais bon, est-ce que vous avez des explications? Techniquement, ça peut être le temps d'asservissement de ton pod, mais parce que le pod laser, normalement, il est pré-pointé sur les coordonnées de l'objectif, et ensuite tu affines ta visée en finale. Donc tu pourrais dire que s'ils prépointent leur pod laser en gyro, quand ils sont en train de monter la pente extérieure et qu'ils passent sur le dos et qu'ils prennent, je ne sais plus combien c'est, 7 ou 8G, effectivement le pod il met du temps à récupérer. Après sinon ton pod tu le verrouilles. Tu le verrouilles en position de sécurité, tu prends ton facteur de charge, mais après il faut le temps que l'œil du laser, si tu veux, se retourne, parce que le pod laser, l'œil il est toujours fermé, tu laisses pas la vitre devant, sinon avec 450 ou 500 nœuds en basse altitude, ta vitre elle devient opaque en, je sais pas, peut-être 10 heures de vol. Donc tu le mets en position de sécurité et quand tu arrives, tu mets ton œil vers le target, quoi. Donc après ce qui pourrait poser problème, effectivement, c'est ce temps de mise en place de ton œil laser, mais bon là on est on est à la marge de l'aspect technique pour donner quelque part un aspect un peu suspense à la mission, quoi. Ouais. Sinon c'est trop facile. Ouais, c'est ça, faut rajouter un petit truc. Okay. Voilà. C'est ça. Ah, c'est pas comme dans les Chevaliers du Ciel, quoi. Alors, est-ce que... Et pareil, on est bien meilleur. Votre réaction ensuite, parce qu'après donc on a vu le film, hein, donc voilà, il y a le scénario, ils sont touchés, machin, il revient, bon bref, il y a tout ce truc là. Ça vous a fait quoi quand il est remonté dans le Tomcat? Ah, ça vous a fait déjà rire. Pas de surprise. Ça vous a fait rire. Déjà, je vois. Plaisir. Ouais. C'est l'un des plus beaux avions à l'époque, hein, le Tomcat. Mais est-ce que vous n'avez pas trouvé que ça faisait too much quand même de ressortir un Tomcat? Oh non, oh non. Non. Ah. Et non, bah non, parce que je trouvais que c'était logique un peu. Il y avait une certaine logique dans l'histoire parce que effectivement les Tomcat. Sur sa vieille Kawasaki qu'il avait en 86, c'est le petit côté sentimental, le petit clin d'œil. Non, franchement, c'était mignon, quoi. Moi, j'appelle ça du fan service. Ouais, oui. Allez, hop, on y va. J'ai trouvé. Et c'était aussi parce qu'il y avait le clin d'œil avec le fils de Goose qui était à l'arrière. Ouais.
effectivement. Il fallait un petit retour, un bon mais le clin fils d'œil, de Goose, ouais, c'est quand même un peu le copier-coller du père. Ouais, bah c'est pour ça, ouais. Et on retrouvait, pour les fans du premier Top Gun, c'est vrai qu'on retrouvait l'ambiance du premier Top Gun. Fan service. Fan service. Non, mais c'est vrai. Fan service. C'est plutôt dans ce sens-là. Après c'est pas du tout moche, dans le sens où les États-Unis ont vendu des Tomcat à l'Iran, notamment. Ouais. Donc il y avait des Tomcat qui étaient, entre guillemets, chez l'ennemi, on peut dire. Donc je trouvais pas ça débile de retrouver qu'effectivement il se retrouve chez l'ennemi et que chez l'ennemi il tombe sur des Tomcat, quoi. Et dans un Tomcat qu'il arrive à tenir aussi longtemps face à des chasseurs modernes de 5e ou 6e. Alors là, ouais. Bah après, je me dis, là, c'est Maverick, c'est le pilote qui joue là. Ouais, d'accord. On va dire ça. Qui est au-dessus. Au-dessus de la technologie furtive et moderne des écrans. Et il refait le coup des aérofreins d'ailleurs. Ouais. Alors que tout le monde a vu le film, le premier. D'accord, ok. Donc, et Moi, vous, est-ce que vous n'avez pas trouvé que ça faisait trop fan service? À aucun moment vous vous êtes posé cette question-là, ou vous vous êtes dit. C'est comme ça que ça marche les suites de films maintenant, c'est le fan service qui joue. C'est ça. Ouais, moi j'ai trouvé effectivement ça, c'est tout au début en fait. Quand il enlève sa moto, là, quand il enlève le drap de sa moto et puis qu'il remet son blouson, je dis c'est bon. Mais et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la moto c'est pas la même. Hein. Au début, c'est une vieille, les vieilles Kawa de l'époque. Mais par contre, si vous regardez en cours de film, en milieu de film, là, c'est plus la même, c'est les nouvelles. Tout à fait, ouais. C'est une Kawa aussi, c'est une H2R, c'est la plus puissante des motos en fait. Et ouais, c'est moi, qui a un turbo, je crois. Moi, je dois dire que c'est le petit côté sentimental du film. Il y a deux petites choses qui m'ont fait plaisir, c'est que on revoit la moto du début déjà, et ensuite on voit la nouvelle Kawa. Et pour un film américain, il continue de rouler sans casque. Et je me suis dit, putain, ils se sont laissés aller au côté sentimental sans foutre de la sécurité partout. Ça m'a un peu touché, j'ai trouvé que c'était mignon. Et le deuxième truc qui m'a touché aussi, c'est effectivement quand il remonte dans le F-14, sur une base complètement détruite, etc. Bah ça, je sais pas, mais c'est le fantasme de tout pilote, de retrouver un avion, de monter dedans, de trouver le bouton on/off, de mettre en route. Et là, je veux dire que là, c'est bon. Là, il a achevé. Là, c'est plein fait, il était en PLS. J'étais en PLS là. Sur cette scène-là, j'avoue que ça m'a achevé. Ouais. Un peu à la James Bond, hein. C'est vrai que dans les James Bond, on voit James Bond monter dans n'importe quel appareil, cling, hop, il partait. Hein. Mais c'est James. Ouais, c'est James. Ça démarre toujours en fait, hein. C'est ça qui est super cool. Ouais. Et toi, Antoine, fan service, pas fan service, trop fan service, pas assez? Moi perso, j'y allais pour le fan service et dès la première minute on est servi. Hein. Ah bah oui. Avec la musique, avec les images sur le porte-avions, voilà, donc on est en plein dedans. Bah, c'est la même séquence mais avec des F-18. Tiens, j'ai une question, Antoine. Exactement. T'avais quel âge en 86 là, quand t'as vu le premier? J'avais 8 ans. 8 ans. Et c'est ça qui t'a donné envie d'être pilote de chasse? Ouais, entre autres, ouais. Entre autres. Bah, je pense on en parlait justement avec Antoine il n'y a pas si longtemps que ça, on disait dans la promo, qui ne connaissait pas les dialogues de Top Gun, hein? Personne. Ouais. Mais toi, tu les connaissais particulièrement bien. Ouais, non mais ça... ouais, c'est pas faux. Est-ce qu'il a frisé les moustaches à la tour? Dans le 2, là? Ouais, à la fin. À la fin, il le fait? Ah, je sais plus ça. Avec son F-14 pourri qui a plus de train avant? Ouais, la vente arrière, il le fait. Ah ouais. Ah, il passe à d'accord. Non, en fait, il passe à pour vérifier si le trait sorti, ce qui n'est pas le cas. Ça te rappelle les fous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, après, ouais, effectivement, il se met dans les brins. Ok. Bon. Ok. Est-ce que vous l'avez reconnu, la tenancière du bar, là? Bah, on l'avait jamais vu. Ah. Si. On l'a pas vu, mais elle a été citée. Ah. Bah oui. Ah oui, non mais d'accord. Oui, non mais elle est citée quand il l'appelle devant l'amiral. Non, devant le pacha là. Oui. Quand ils sont convoqués, ils s'en parlent entre eux. Voilà. La fille de l'amiral. Est-ce que vous croyez Benjamin. Est-ce que vous croyez pas quand même qu'il aurait dû rester avec elle plutôt que d'aller avec Charlie? Mais Charlie à l'époque. Cause du cœur, on peut pas se mêler. Hein, ça allait, hein, voilà. Bah, elle avait une vieille Porsche. Elle était superbe la Porsche. J'adore ce modèle de Porsche. Elle c'était un ton, mais la Porsche était belle. 356.
Et le coup du bar, ça vous a pas paru aussi un peu too much quand il se fait jeter du bar et le lendemain c'est lui qui arrive en tant qu'instructeur, les autres le voient et disent ah non c'est pas possible. Ça vous a pas rappelé justement le coup avec Charlie dans les toilettes des dames avec le lendemain, c'est pareil. C'est encore un clin d'œil au premier où effectivement l'instructrice arrive dans le bar effectivement et le lendemain il la retrouve en classe. Ouais, c'est un petit clin d'œil sympa. Ouais, c'est ça qui fait en fait la force de ce film-là, le fait qu'il plaise à tout le monde, notamment à ceux qui ont déjà vu le premier, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses comme ça qui nous rappellent le premier film. Mais ces choses-là, en fait, on les trouve logiques dans cette histoire-là. Elles arrivent logiquement, en fait. Tu vois, des fois, tu vois des trucs qui se répètent. Tu vois, c'est comme dans Retour vers le futur. Oui, c'est un peu le même. Tu vois, mais elles sont logiques, les choses. Tu vois, quand ils se retrouvent en 1955 pour aller chercher l'almanach, on retrouve toutes les scènes du premier Retour vers le futur. Mais il y a une logique dans l'histoire. Là, il y a une logique dans l'histoire. Il y a une évolution des personnages, il y a une évolution de... Même si c'est un cliché, c'est du copier-coller, on pourrait dire. Ah bah tiens, ça me fait penser une logique. À une autre question. C'est la fameuse scène où il a je crois qu'il arrive avec le manuel de vol du F-18 et qu'il le fait tomber dans la poubelle en disant ça, les gars, terminé. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez partisan de la poubelle ou du bureau? C'est ça la question. Est-ce que, on va demander à Quentin, est-ce que quand t'es arrivé... franchement, non. Quand t'es venu nous voir, nous à l'école, est-ce qu'on t'a dit, tu vois le manuel de vol là, de l'avion, la poubelle, est-ce qu'on t'a dit ça? Non, la première chose ça a été, il faut bien étudier, il faut bien retenir les vitesses, les valeurs, les performances. Dieu sait que je le fais jamais assez les performances, mais c'est important. Ouais. Après, je pense que ce qu'il a voulu faire, c'était juste un petit coup de théâtre pour leur dire bon, ben ça, vous le savez. Il leur dit, vous le savez. Maintenant, ce que je veux voir, c'est ce que vous valez, vous, puisqu'on leur répète tout le temps que ce sont les meilleurs pilotes. Ouais. C'est du théâtre, je pense. Après, non, juste pour revenir sur la question, jamais je ne jetterai ce livre. C'est bon. Il faut quand même se rappeler que dans la version de 86, si j'ai une bonne mémoire, à un moment donné, il foutait en route son Walkman cassette, il se mettait la musique, non? C'est dans ce film-là où... Non, ça c'est Aigle de fer, ça. Ah, Aigle de fer. C'est pas le même. Aigle de fer avec la course du serpent. D'accord. Mais il y a iPod aussi dans le Chevalier du Ciel qui faisait ça. Oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que le coup du manuel de vol du F-18, ce qu'il dit, c'est pas faux, je suppose. C'est vrai qu'au niveau auquel ils sont arrivés, les pilotes, là, bon, bah, ils connaissent forcément le manuel de vol du F-18, quoi. L'ennemi aussi, comme il dit Tom Cruise, l'ennemi aussi connaît le manuel de vol du F-18. Et lui, il est là justement pour ne pas utiliser le manuel de vol du F-18, quoi. Lui, il est là pour faire des trucs en plus. Après, ouais, c'est les trucs qui sont pas marqués dans le manuel, mais qu'on peut faire. On voit là son expérience de pilote d'essai, et dire maintenant on va les faire, on va dépasser un peu ce qu'il y a dans le manuel de vol. Alors, question toute bête, là on parle donc de Top Gun, qui est quand même une école pour l'élite des pilotes. Donc il y a les pilotes et il y a au-dessus, il y a... Alors, on n'a pas d'école comme ça en France, Antoine? Non. Ça n'existe pas? Non, on n'a pas ça, même au niveau européen, il n'y a pas ça. Hein. Est-ce qu'on pourrait penser au TLP, dire que le TLP, quelque part, ça peut être un équivalent? Non? Non, parce que le Top Gun, comme la Fighter Weapons School de United States Air Force, c'est plus poussé. C'est-à-dire que le Tactical Leadership Program, qui est donc un stage otanien, tu apprends à monter des missions et à conduire des missions dans un environnement international, mais tu ne vas pas dans le détail des capacités de ton avion, alors que des écoles comme Top Gun ou la USAF Fighter Weapons School, ce qu'ils recherchent, c'est à former des gens qui vont être extrêmement pointus sur leurs avions et qui seront ensuite weapons officers dans les escadrons, et en plus par-dessus cette connaissance théorique et tactique supplémentaire sur l'avion, ils mettent
la capacité chef de mission à gérer des gros dispositifs. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Après, cette année, pour faire un peu la promotion de l'armée de l'air et de l'espace, il faut savoir qu'au niveau du CEAM à Mont-de-Marsan, ça fait plusieurs années qu'il y a un Air Warfare Center qui a été mis en place par les forces armées. Et cette année, ils ont qualifié, je crois, 4 ou 6 pilotes de Rafale, pilotes et navigateurs, pardon, de Rafale, de l'armée de l'air et de la marine nationale, pour un stage qu'ils ont appelé Qualified Weapon Instructor. Donc l'idée, c'est d'avoir ces gens-là qui vont vraiment être hyper pointus sur les capacités d'avion, sur les armements de l'avion, et ensuite de les envoyer dans les unités pour qu'ils apportent leurs expertises au reste de l'escadron. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est peut-être les prémices d'une future école. Ouais, alors je pense qu'on n'arrivera jamais au niveau, puisque on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens matériels de faire des gros stages comme ça. Hein. En France, on avait essayé de faire l'équivalent du stage TLP, ça s'appelait chef de mission. Je pense que le dernier stage chef de mission, il a dû se faire en 2005 ou en 2006. Maintenant, clairement, on n'a plus assez de voilure pour faire des manips comme ça, c'est pas possible. Ouais. C'est des questions budgétaires principalement, je suppose. Ouais, probablement, je pense. Hein. Et puis après, pourquoi vouloir faire un truc franco-français alors qu'on s'en sort très bien au niveau otanien, on s'y retrouve. Donc si on peut, nous en interne, former les experts qui amèneront la bonne parole dans les escadrons de combat, et puis continuer à former nos équipages en multinational par le biais des stages OTAN et des exercices majeurs, il faut le faire. Ouais. Il faut être capable de sortir du carcan franco-français. Hein. De toute façon, on sait très bien que maintenant, des opérations qu'on montrait en autonomie, c'est limité à des théâtres extrêmement particuliers. Mais la haute intensité, elle ne s'entend que dans le cadre d'une coalition. Et j'aurais une petite question pour Antoine. Comme dans l'armée de terre, il y a des réservistes. Est-ce qu'une fois que tu as quitté l'armée de l'air, est-ce que tu as entre guillemets, des périodes où tu peux, comme un peu aux États-Unis, tu sais, avec la réserve? Alors on peut faire réserviste, mais pas comme ils font eux au niveau de la National Guard, si c'est ça ta question. Oui. Non, alors on n'a pas l'équivalent à la National Guard. Après, sur certaines spécialités qui peuvent être déficitaires, par exemple, l'armée de l'air peut demander des réservistes. Donc je sais qu'il y a quelques réservistes, par exemple, qui sont à Cazaux ou qui sont à Cognac, qui font de l'instruction. Quelques réservistes qui sont opérateurs de drones également. Il y en a, moi j'ai des connaissances qui étaient navigateurs. Navigateur, c'est une spécialité qui est assez déficitaire. Donc il y a quelques navigateurs réservistes aussi qui vont aider à former les navigateurs ou former les jeunes pilotes, notamment qui sortent de l'ETD à Nancy. Mais le réserviste comme l'Air National Guard à pouvoir faire des déploiements, etc., non, ça c'est pas possible. On peut pas. Après, pour revenir sur Top Gun, pourquoi il n'y en a pas en Europe ou en France ou en Europe? C'est-à-dire que nous, en Europe, les derniers convois aériens, c'était la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas eu de conflit avec des convois aériens. Même la guerre d'Algérie ou d'Indochine, en face, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc il n'y a pas eu de confrontation aérienne à ce niveau-là. Par contre, les Américains, en fait, pourquoi ils ont créé Top Gun? C'est parce qu'ils avaient un taux de perte important pendant la guerre du Vietnam. Là, de l'autre côté, les Vietnamiens du Nord, comme ils étaient fournis par les Russes, avec du très bon matériel, des MiG-17, des MiG-21, etc., c'est vrai qu'au début de la guerre du Vietnam, les Américains se sont pris un peu une petite raclée quand même. Et donc, ouais, mais c'est parce que, Nico, ils ont perdu aussi conscience que, jusqu'on va dire les années 55, les avions étaient armés soit de mitrailleuses, soit de canons. Sauf qu'après, ils ont tout misé sur les missiles. Sur les missiles. Et c'est ça, donc on va dire de 55 à la guerre du Vietnam, ils ont perdu cette capacité en fait. Et donc, alors, je vous invite à acheter le numéro 630 du Fana. Ah attends, il faut que je bascule de caméra. Ouais, je vais y arriver. Hop. Ah non, c'est pas là, c'est ici.
Pour la petite histoire, au niveau pédagogie, Top Gun, c'est une école qui a été créée justement, ce que tu disais, Nico, sur... Voilà. Donc sur le fanat de l'aviation 630, ils expliquent l'histoire de Top Gun. C'est deux mecs en fait qui parlaient dans un bar. Et puis ils se sont dit pourquoi on ne créerait pas un truc comme ça. Donc ils sont arrivés sur une base, ils ont piqué un mobil-homme et avec une grue ils l'ont ramené sur la base là au meilleur endroit et ils ont créé les Top Gun comme ça quoi. Et au niveau pédagogique, ça a révolutionné pas mal de choses aussi en fait. Ils ont revu complètement les méthodes d'enseignement. Voilà. Et en termes de pédagogie, la formation de Top Gun en fait, c'est quelque chose qui reste pour les gens qui sont spécialistes de pédagogie en fait. C'est un truc qui a été assez révolutionnaire apparemment. Je ne sais pas plus en détail. C'est vachement intéressant là, dans le fanat de l'aviation 630 donc. Il y a l'histoire de Top Gun et c'est vraiment à l'américaine quoi. Ouais. C'est des mecs, allez, il faut se démerder, on se démerde. Tiens, ce serait bien de faire ça. Allez, on y va. Alors tiens, il y a un mobil-homme là, on va le prendre, on va le piquer, on sait pas qui il est. Les mecs, ils ont été le chercher, ils l'ont installé. Ils ont mis un truc Top Gun, pum. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis ils ont pris la première escadrille qui était là. Allez, venez les gars, on va vous apprendre. C'était très roots en fait. Ouais. Moins 10. On va avancer vite fait avec le dernier sujet sur lequel je voulais avoir votre avis. Alors, par contre, je voudrais parler d'Iceman. Et bien justement, c'est exactement ce dont j'avais parlé là. Iceman. Donc, Val Kilmer, le retour éphémère quand même de Val Kilmer, qui le pauvre, il y a des soucis de santé pour de vrai. Je crois que c'était une condition sine qua non de la réalisation de Top Gun Maverick qui soit dans le casting, puisque Tom Cruise l'a imposé. Il a dit c'est hors de question que je le fasse. Sans Val Kilmer. Donc ça vous a fait quoi de le revoir? Moi, ça m'a fait personnellement, je le dis en premier, ça m'a fait un peu de peine de le voir dans cet état-là quand même. On voit l'acteur, oui, effectivement, parce que c'est une vraie maladie et tout, on voit l'acteur dans cet état-là, ça fait de la peine. Après, moi, ça m'a ému en fait de le voir. En tant que devenu amiral, déjà. Là, pareil, je reviens sur la logique de l'évolution des personnages. Iceman, quand on voit sorti du premier Top Gun, vu son comportement et puis son allure, il va finir amiral. Tom Cruise, non. Et Tom Cruise, il va rester sergent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et lui, il est devenu amiral, donc il y a une logique dans sa carrière, dans la Navy. Et puis, vu l'âge avancé, ils ont utilisé, on va dire, la vraie maladie de Val Kilmer. Donc il y a une logique aussi dans le personnage d'Iceman, quoi. Qui devient malade, vieux, malade, et puis malheureusement qui meurt dans le film, quoi. J'ai trouvé ça ému quand même d'aller chercher l'acteur, malgré sa maladie, de le remettre dans le même personnage avec une évolution logique. Ça m'a ému de le revoir comme ça. Enfin, c'est bon. C'est un clin d'œil sympa aussi, effectivement. Si ça vient de la production, si ça vient de Tom Cruise, je trouve que c'est un clin d'œil assez sympa, effectivement. Ouais. Et Antoine, Quentin, Polo, vous ressentez là-dessus? Moi, je disais aussi, c'était un peu comme l'amitié au début, enfin, à la fin du premier, où au début, ils se détestaient et finalement à la fin, ils étaient super bons potes, on va dire. Et c'est vrai que là, le fait que Tom Cruise, il impose à la direction le fait de le reprendre dans le film, c'est un joli clin d'œil, je trouve. Ouais. D'accord. Antoine? Moi j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que je rebondis encore sur cette histoire d'esprit particulier, je trouve, aux escadrons et aux escadrons de combat de façon plus spécifique, mais il y a des liens qui se tissent au fur et à mesure de ce qui se passe dans les cockpits, au fur et à mesure des missions qu'on partage avec les camarades d'escadron. Il y a des liens qui se tissent qui sont très spécifiques, et ça c'est des choses qui peuvent se connaître que chez les militaires. Voilà. Je dirais pas ça, pas que chez les militaires. C'est voilà. Après, moi, c'est mon avis, c'est dans le sens où tu vas risquer ta vie en même temps que le copain, quoi. Voilà, il y a des choses qui se vivent, au travers
des entraînements qu'on a en commun au travers des missions qu'on fait. Et il y a un respect mutuel et j'ai trouvé ce clin d'œil génial parce que finalement, que ce soit un amiral ou un lieutenant-colonel, ils ont toujours ce respect. C'est toujours un peu les mêmes gamins qui se posent la question de savoir qui est le meilleur, même si en fait il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Voilà, il y en a un qui était peut-être plus à cheval sur les procédures et puis l'autre qui pilote plus aux fesses. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé ça génial parce que moi je le mets en parallèle avec ce que j'ai eu la chance de vivre et avec tous les potes que j'ai l'occasion de recroiser à droite à gauche et même si je les ai pas vus depuis 10 ans, c'est comme si on s'était quitté hier et il y a plein de choses qui remontent comme ça et c'est vraiment top. Donc j'ai adoré personnellement. Et Antoine, je vais te dire un truc, c'est pour ça que je disais que c'est pas que les militaires. J'ai vécu dans une école dans le nord de la France là, pendant 5 ans, où là effectivement, instructeur, on n'était pas en escadron, mais je veux dire, tu vois, on partait chacun en mission de notre côté, on partageait ce qui s'était passé la journée, des trucs plus ou moins bien, hein, et puis il y a une amitié qui s'est créée comme ça, quoi. Tu vois, donc, et là j'ai encore des très bons liens avec des anciens collègues du Nord, parce que on a vécu un peu comme ça nos journées à faire des missions d'instruction à droite, à gauche. Et puis je me souviens, on avait fait une mission, on avait été chercher des avions au Touquet. Il y a des élèves qui étaient restés tankés au Touquet. Et on avait fait une mission spéciale entre instructeurs pour aller rechercher les avions avec un temps merdique de c'est pas possible, quoi. Donc on était revenu à 4 avions du Touquet avec un temps merde, c'est pas possible. Moi j'étais leader, je faisais la reconnaissance, je dis ouais, c'est bon, ça passe encore les gars. Allez, vous pouvez me suivre. Et tu vois, donc il y avait un petit lien comme ça qui s'était... qui s'est créé en fait entre nous en se disant bah tiens j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois, ou des fois il y avait des copains qui étaient tankés un peu à droite, on allait chercher, tu vois, c'était, on s'en foutait de l'heure à laquelle on y allait, quoi. Il fallait aider le copain, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas l'armée, c'est pas les mêmes missions, hein, je suis d'accord. Mais tu vois, il y a ce petit lien d'amitié, de lien proche qui se crée au niveau du travail. Ça existe aussi dans le civil, tu vois, instructeur, tu vois. Ouais, bien sûr, mais après, il n'y a pas de... Non, après... mais c'est vrai que... Les amitiés, la construction des amitiés, ça se décide pas, hein, mais... c'est vrai. Après, je trouve qu'il y a un terreau quand même qui est particulier à ce que tu peux partager quand tu es dans le milieu militaire milieu militaire. Voilà, j'ai même des super potes qui sont des terriens, qui sont c'est des gens avec qui à un instant T on a partagé une mission particulière, une situation particulière et ça fait que même si les mecs tu les connaissais pas 15 jours avant, et finalement 20 ans après ils sont toujours là, quoi. Après, comme tu disais, c'est peut-être un peu plus dur dans l'armée parce que comme tu disais, c'est une meute, faut faire sa place, etc. Tu vois, moi par contre dans l'école, non, on fait pas sa place, on se bouscule pas, on veut pas être le meilleur, on veut pas, tu vois ce que je veux dire. On fait juste notre boulot, mais on s'entraide dans le boulot. Mais là c'est vrai que tu disais, comme c'est une meute, il faut faire sa place et puis c'est un peu plus dur effectivement de... Moi je rejoins Antoine sur ce qu'il dit là au niveau de l'armée de l'air, mais je me mets encore, enfin j'essaie, parce que je peux m'en faire une vague idée, de me projeter encore plus loin dans les mecs qui partent en porte-avions, qui sont 6 mois en mission les uns sur les autres dans les mêmes couchettes, donc qui partagent vraiment des lieux d'intimité forts et qui partagent à nouveau des situations extrêmes en vol. J'ose même pas imaginer ce que ça peut être la perte d'un camarade sur quelque chose comme ça. Enfin, ça doit être dur. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Donc en effet, comme tu dis, les amitiés se construisent pas. Bah si, quelque part, elles se construisent au fur et à mesure du temps et des émotions, quoi. Ah bah quand Cougar est parti, Maverick a pleuré. Hein. Oui, c'est vrai. Quelle fiotte ce Maverick. Michael, je vois que tu as levé la main. Oui, moi j'avais une question pour Antoine en fait. Est-ce que l'âge t'a interpellé? Enfin, je veux dire, quelqu'un comme ça qui a plus de 60 ans et tout, qui revient physiquement parlant faire tout ce qu'il fait sur le F-18, je parle pas du
du vol à Mach 10, hein, du début du film, mais tout ce qu'il fait dans la mission sur le F-18, est-ce que réellement, toi, en tant que ancien chasseur, c'est crédible ou c'est complètement hors de propos? Bah, honnêtement, il a 60 ans, mais il en fait 40, non? D'accord. Non, mais c'est ça qui est moche. Voilà, c'est pour ça que j'en mets un point en plus au film. Non, mais Antoine, il a raison. Le mec, il a 60 ans, mais ils sont entretenus pour rester à 40, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut pas tenir compte du delta T qu'on a entre 86 et 2022. Ces 36 ans-là, ils n'existent pas. Si tu regardes son avancée dans la Navy, en fait, en 86, il était jeune capitaine, il est lieutenant-colonel. Donc, dans la vraie vie, en fait, il a 40-45 piges, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'était un peu ma question. Il s'est pas passé 36 ans, il s'est passé 20-25 ans. C'est à peu près le taf, hein, entre un mec qui est en flottille / en escadron et puis qui termine amiral ou alors lieutenant-colonel ou colonel sur une voie de garage. C'est ça, quoi. Hein, c'est 25 ans, quoi. D'ailleurs, ils lui disent au début qu'il doit lui rester 2 ans à faire. Quelque chose comme ça. Oui, voilà, donc il arrive à sa limite d'âge qui est vers, chez nous, c'est dans les 55, 56 ans par là, voilà. Pourquoi pas, hein. Là, pour la petite histoire, il y a hier un pilote qui a fait son dernier vol sur Rafale, qui est un mec qui était rentré dans l'armée de l'air en 93, je pense, 93 ou 94. Qui a fait 3 ans de monitorat à Cognac pour commencer. Ensuite, il a fait une énorme période de Mirage F1. Il a fait un petit passage pendant 4 ans à Lyon, en état-major. Et puis ensuite, en 2015, il est revenu sur Rafale. Il s'est fait 7 ans de Rafale. Et hier, il a fait son dernier vol. Et je peux te dire qu'il avait la caisse, le garçon. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, perso, j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait, le poteau vide, là. Mais il y en a, ouais, à 45 ans, pourquoi pas. C'était un peu ma question, en fait. Même 40-45 ans, si on fait une analogie avec des sportifs de haut niveau, tels pilotes de F1, pilotes de MotoGP, etc., qui prennent leur retraite extrêmement jeunes, parce que physiquement parlant, la plupart, passés 30 et quelques ou 35, ils sont plus vraiment compétitifs, quoi. Mais du coup, ouais, c'est pas ma question. Donc, ok, ouais, 45 ans, c'est encore jouable. Je pense que c'est jouable. Après, on est sur des profils particuliers, hein, mais si on prend l'exemple de Bubu, le Rafale Solo-Display de cette année, Bubu, il doit pas être loin d'avoir la quarantaine. Hein. Il va avoir 38-39 piges, Bubu. Hein. Et Chouz, pareil, hein, parce que les deux je les ai eu dans le cockpit, je les connais très bien, les garçons. Donc, voilà, mais après ils s'entretiennent. Bubu s'en met plein la tronche. Ah ouais, le RSD c'est quand même intense. Ouais. Intense. Poppy Boynton, comme on dit. Ouais. Les Poppy Boynton. Ouais. Bon, on va pas trop tarder parce que c'est déjà, l'heure. 10h02. On va terminer par une dernière question, les amis, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes désormais officiellement partant pour un Top Gun 3 ? Il monte à Mach 20, moi je dis oui direct. S'il fait un vol balistique et qu'il part dans l'espace et qu'il redescend et qu'il rentre dans l'atmosphère à Mach 20, moi je dis oui sans problème. D'accord. Quentin. Ouais, je pense qu'il faut savoir s'arrêter, on risque d'être déçu après. Ah, tu crois? Vous vous attendiez à quoi de plus finalement? On a parlé des clins d'œil. Est-ce qu'il faudrait faire des clins d'œil du Top Gun 2 pour le 3? Des clins d'œil du clin d'œil? Ouais, non, franchement, ça ferait un peu trop, je pense. Il y a déjà eu, hein, il y a eu Hot Shot. À l'époque. Mais faut pas pousser, je pense pas pousser. D'accord, ok. Bon. Moi, Hot Shot, c'est ce qui m'a donné envie d'être instructeur. Ouais, quand il cuisine sur le... Ouais. Polo? Il se pourrait qu'il y en ait un troisième, mais je pense que lui serait au sol et ça serait peut-être le fils de Goose qui reprendrait le flambeau peut-être à ce moment-là. Ah ouais. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, je sais qu'ils ont commencé... Enfin, non, ils n'ont pas commencé des discussions, c'est pas vrai. Bon, déjà, premièrement, c'est le film a dépassé 2 milliards de dollars de bénéfices. Ah oui, pardon. Bon, ça, généralement, c'est plutôt positif, hein. Bon, on a fait une année, les gars, on y retourne, ok. Effectivement, est-ce que le troisième volet serait pas de trop?
Et dernier truc, c'est que vont devenir les personnages, en tout cas. Bah, je pense que là, Maverick, il s'est bien assagi, surtout qu'il se met en couple. Maintenant, il va aller tondre sa pelouse. Hein. Bah oui. Hein. Ah bon. Je dis pas quelle pelouse, hein, mais il va aller tondre la pelouse. Oh. Bon, Antoine. Non, mais il s'assagit, tu peux. Après, si, quoi. Avec son Mustang, alors. Ah oui. Avec son Mustang. Avec son P51. Créer une histoire avec son Mustang, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, un spin-off autour de Rooster, pourquoi pas, mais j'avoue que je rejoins un peu Quentin, je suis circonspect sur un troisième, ce serait peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. Mais un petit spin-off, ouais, je dirais pas non, faut voir. Après, ce sera difficile à mettre en œuvre sur l'histoire, quoi, parce qu'on a déjà fait un peu l'Air Defense sur le premier, là on vient de faire le bombardement, bon voilà quoi. Même quelque part peut-être, et aussi moi je rebondirais là-dessus, c'est sur l'affect par rapport aux personnages. On a beaucoup de temps pour se faire à l'affect des personnages parce qu'ils sont pas si nombreux que ça dans le premier volet, alors que là quelque part ils sont beaucoup plus nombreux et on n'a pas tellement le temps vraiment de découvrir, de voir vraiment les facettes de leur personnalité, à part 2 ou 3, à part Rooster, à part 2-3 comme ça, mais encore on les amène au travers d'un personnage qu'on connaissait déjà qui était le père avant. Donc on peut penser quelque part qu'il se comporte à peu près de la même manière, il est habillé pareil, il a la même moustache, enfin c'est copier-coller. Mais effectivement on n'a pas eu le temps dans cet épisode-là, à mon sens, de rentrer en affect avec un personnage complémentaire. Et ça peut poser problème pour une suite, je pense. Mais je pense que la suite, en fait, j'ai des infos. Son père n'est pas mort en avril. Il est toujours prisonnier au Vietnam. Et il va monter une mission. Attends, ça fait 40 ans qu'il est là. Ouais. Et il va monter une mission. Dis donc. Il va prendre un F-16, il va prendre son Walkman et il va aller sauver son père au Vietnam. Non, il va aller en Mustang. Ah oui. Ah bah oui, il va y aller en Mustang. Voilà. Il va y aller en pipistrel. Ça c'est l'histoire d'Aigle de Fer. En pipistrel Vélis électro avec une rallonge. Ok. Bon, écoutez. Par contre, j'ai une info là, j'ai entendu tout à l'heure, ils allaient faire ça n'a rien à voir, hein, mais c'est Indiana Jones, un nouvel Indiana Jones, ils vont faire. Ouais, avec Harrison Ford. Harrison Ford, tout pareil. Ah, là, je crains aussi. En fait, Harrison Ford, là, il joue le rôle du squelette. Tu sais. Oui. C'est un nouvel archéologue, et en fait, il retrouve Harrison Ford en grattant la terre. Voilà, c'est le dernier Indiana Jones. Ok. Bon, on va suivre ça. Bon, en tout cas, merci les amis d'avoir répondu présent et pour votre participation, pour vos lumières, pour votre avis, ça fait plaisir. Avec plaisir. On va rapidement rappeler tous ensemble le programme à venir de la zone, pour ceux qui nous ont rejoints ou qui sont en lurk en arrière-plan. Oui, je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints au fur et à mesure là, sur le live. Et une petite question. Oui. Est-ce que Nico il va compter dans les derniers as Maverick? Ah bah bien sûr, justement. Il faut regarder l'émission la semaine prochaine. La réponse dans 7 jours. Ok. Donc la semaine prochaine, justement c'est ça, c'est la transition, c'est voilà. Bon. Nico qui nous fait donc une rétrospective des as. Sur les as, ouais. Dans l'aviation. Voilà, ça sera en plus depuis ton poste et tout ça, ça sera une première un peu. Ouais, je vais être tout seul aux manettes avec les boutons, je suis en train de m'entraîner. Ça se passera bien. On verra. Donc voilà, donc on retrouvera Nico. Et puis le 27, Michael, tu vas nous parler donc de ton projet Coach Pilot dédié à ceux qui passent des examens, qui rament. Et toi, tu leur fournis les rames, le bateau et le moteur. Voilà, tout à fait. C'est ça. Puis, moi, je suis pas du tout en train de préparer ça, comme Nico. Mais oui, tout à fait. Mais tu seras prêt quand même. Oui, je serai prêt. Bon, parfait. Et coucou à Castellanos qui nous a rejoint sur le chat. Salut, la Belgique, sois le bienvenu. Antoine, toi, on te retrouve aux commandes de ton Airbus. C'est ça? Ouais, volet orange. Voilà. Volet orange. Bon, en tout cas, voilà pour le programme de la zone. Alors, en août, trêve estivale, on va faire un petit off là pendant 4 semaines. C'est pas impossible qu'on fasse, des lives sauvages. Pas forcément le mercredi soir. Pourquoi pas un peu de facteur humain aussi. C'est quelque chose un peu qui me tient à cœur et j'avais envie de revenir un peu sur ces sujets-là. Et j'ai une idée. Alors ça, je sais pas si ça sera possible ou pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Même vous ici aussi. Pourquoi pas reprendre des films de l'aviation et faire une sorte de séance privée.
C'est-à-dire qu'on se retrouve, bah voilà, on va regarder, je sais pas, Memphis Belle, tiens, hop, bah voilà le topic du film Memphis Belle, voilà les avions qu'on va voir dedans. Vidéo ou réellement parlant? Vidéo, c'est-à-dire que moi je me débrouille de mon côté et on projette le film, on le démarre, donc c'est en visio, les micros sont coupés, on voit le film ensemble et à la fin du film, hop, on fait comme ce qu'on a fait là, un petit débrief. Est-ce que ça vous a plu, pas plu, blablabla. Pourquoi pas? Ouais, peut-être le mieux à faire serait de rassembler les gens qui sont pas loin de chez vous, dans le sud, mais après, je sais pas si la qualité va permettre ça en fait. Si, je pense que là, on peut streamer en HD, je pense qu'on peut faire un truc comme sans aucun problème. Je pense que la qualité sera là, sans trop de soucis. Après, le problème, c'est que c'est ce genre de truc qu'on pourra pas mettre en replay par contre, parce que si on met un film, on repasse en replay, alors, on se fait strike direct. Ouais, bah oui. Alors, c'est un peu le problème. Mais ça peut être une idée. Voilà, pourquoi pas. Et puis, bah, Nico, avec la zone aéro maquette très bientôt. Voilà. Où il va nous montrer justement les techniques. Parce que voilà, ce que moi j'ai fait là, c'est rien du tout. Hein. Mais Nico, il fait des trucs. C'est du haut vol. Voilà. Bon, et puis donc retour de la zone aéro, ça sera le 7 septembre. J'ai déjà mis les flyers dans le Discord. Voilà, bon bah écoutez, on a fait le tour. Bonne soirée à tous, merci d'avoir participé en tout cas. Ouais, c'était bien cool. Merci Antoine pour son expérience aussi de pilote de chasse, de nous avoir partagé ça. Mais depuis le temps que je serine Antoine en lui disant il faut que tu viennes, bah c'est fait, il y a Tom qu'il faut qu'il vienne aussi bientôt, et il faudra avoir les deux en même temps. Ah mais il va regarder le replay. On lui enverra le temps fort. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec Nico, dans 15 jours avec Michael, ensuite c'est off. Et puis ce sera le 7 septembre pour le retour de la zone aéro, nouvelle saison qui démarrera. Et on vous tiendra informé du programme aussi dans le Discord sans souci. Merci à vous messieurs. On vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite évidemment à rester avec nous le temps du générique, vous qui nous suivez sur vos ordinateurs ou sur vos portables. On va lancer le générique et puis on ira faire un raid comme d'habitude sur une chaîne qui est en ligne. J'ai pas encore regardé en détail. Si j'ai vu, il y a Grisou qui est là. Et Grisou tout à l'heure, c'est lui qui hébergeait le stream tout à l'heure. Il y a des gens qui sont passés. Donc je vais peut-être vous envoyer chez lui. Il fait de la musique, il met de l'ambiance. Voilà. Donc c'est pas tellement de l'aviation, mais bon, voilà, ça lui fera un petit coucou. Donc restez avec nous, le temps de passer chez Grisou, le temps du générique, ça prend 2 minutes. Et puis voilà, et dès que vous êtes chez Grisou, soit vous restez, soit vous partez, peu importe. Mais au moins, on lui fait un petit coucou. Et d'ailleurs, dans les émotes sur le chat, vous avez les avions. On peut lui envoyer des avions. Ça serait marrant de lui mettre plein d'avions sur le chat comme ça. Là. Hop, tac. On lui envoie des avions comme ça, Grisou. Je compte sur vous. On lance le générique de fin. Encore une fois, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Merci Nico d'être déplacé. Merci à vous d'avoir été en visio. Générique. On passe chez Grisou et on vous dit à la semaine prochaine. Fly safe pour ceux qui volent. Voilà. Et à bientôt. Ciao. Bye bye. Regarde, il fait nuit chez les gens là.